obligatoire pendant les séances TE. Donc, je vais vous installer dans une magnifique salle de classe, comme ceci. Et vous placer sur mon second écran. Donc, on va y aller sans plus attendre. Excusez-moi. Oui, Mohamed. Oui, De toute façon, moi, comme vous voyez mon écran, parce que j'ai l'écran de l'écran principal, c'est cassé. Donc, j'utilise le deuxième écran, vous ne pouvez pas me voir, sauf si je vais changer la place, comme ça. Parce que si je dois changer l'écran, ça va prendre du temps pour que la livraison arrive. Donc, j'utilise le deuxième écran. C'est bon. Moi aussi, j'utilise le deuxième écran quand même. Enfin, on veut juste s'assurer que, s'il vous plaît, on veut juste s'assurer que tout le monde participe. Donc, quand on va interagir, qu'on va poser des questions, il faut s'assurer d'être attentif pour être sûr que, tout simplement. Donc, donne-moi une seconde. OK. Donc, au dernier cours, on s'est concentré sur ce que... pardon. J'ai démarré l'enregistrement? Oui, j'ai démarré l'enregistrement. Parfait. Donc, au dernier cours, ce qu'on a discuté ensemble, on a discuté du fait que nos bien-aimés async tasks, ça va, étaient dépréciés, donc étaient portés à disparaître sous peu. Et pour pallier à ce problème, mais on s'est appliqué à comprendre un peu qu'est-ce qu'était qu'une thread et comment une thread pouvait nous permettre d'exécuter du code en arrière-plan. Donc, on a vu une première version de l'utilisation de la thread. Si je ne me trompe pas, on a eu le temps de se rendre jusqu'à l'utilisation d'une méthode statique pour faire transiger de l'information de la thread vers l'activité principale. Donc, c'est une méthode qui fonctionne, mais elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. On n'a pas eu le temps de démontrer ses avantages et ses inconvénients et de montrer les améliorations possibles. Donc, je vais continuer dans cette lancée-là. On va réviser ce qu'on a fait rapidement au dernier cours. Ensuite, on va voir une deuxième manière de passer de l'information d'une thread vers une activité principale. Ensuite, on va voir comment utiliser les runnables, qui sont encore un autre mécanisme pour échanger les informations entre les threads et les activités principales. On a utilisé une fonction statique au dernier cours. Malheureusement, en Kotlin, le mot-clé statique, il n'existe pas. Donc, quel est l'équivalent d'une fonction statique en Kotlin ou d'une constante statique en Kotlin? Ben, c'est un concept qu'on appelle un objet compagnon. Donc, c'est la troisième chose que je veux démontrer aujourd'hui, un objet compagnon. Et si on a le temps, je vais montrer aussi ce qu'on appelle les fonctions de premier ordre et les fonctions de deuxième ordre en Kotlin. Une fonction de premier ordre, ben, c'est un peu l'équivalent d'une fonction statique. En Java, une fonction de deuxième ordre, c'est une fonction qui reçoit en paramètre une autre fonction. Donc, ce sont des syntaxes vraiment propres à Kotlin qui nous permettent d'optimiser la programmation de plusieurs algorithmes. Donc, je vais y aller et pour que la démonstration se passe bien, au lieu de vous créer un nouveau projet chaque fois, d'Android Studio dans un nouveau dossier, le compresser, le mettre sur Git. Ce que je vais faire, c'est que ma démo, je vais la versionner en fait. Chaque fois qu'on va vouloir présenter une nouvelle manipulation, ben, je vais créer une nouvelle branche. Je vais faire un add, je vais faire un commit, ce qui fait que à la fin de la démo, je vais donner un seul projet, un seul fichier, et puisqu'il y aura les différents commits et les différentes branches qu'on aura regardées ensemble, mais vous pourrez naviguer à l'intérieur de ce projet et donc avoir accès à finalement toutes les différentes syntaxes qu'on y aura ajoutées étape par étape. Je crois, c'est ça, c'est comme ça qu'on va y aller, ça va être plus simple comme ceci. Je pourrais créer un dépôt public et le mettre sur GitLab ou sur GitHub. Le problème en créant un dépôt public, c'est que
tout un chacun ici peut, oui, le clone, mais peut push dessus aussi. Donc, les gens peuvent modifier ce qu'il y a sur le dépôt, ce qui n'est pas le but. Parce que si vous modifiez le code et vous rajoutez des erreurs, les autres ont aussi des erreurs dans leur version. Donc, je vais développer ça localement sur ma machine et je vais vous déposer sur Teams le projet final. Et vous allez voir que si vous faites un git log, par exemple, dans ce projet final, vous allez voir toute la séquence des commits que j'y ai fait et vous allez pouvoir naviguer d'un commit à l'autre pour revoir le code qui va avec les explications qu'on aura données en classe aujourd'hui. Donc, je vais y aller. J'ai créé un dossier sur mon bureau que j'ai appelé Demo Background Worker et on va ouvrir Android Studio. Parfait. OK. Et je vais démarrer un nouveau projet. Tout le monde voit bien mon écran? Super. Donc, ici, Background Worker, tout simplement. Donc, je fais ça en Java pour l'instant. On va flipper en Kotlin tout à l'heure. Je pointe vers le dossier, je dis vers le dossier prévu à cet effet. OK, qui est celui-ci? On fait OK, on fait Finish. Donc, au dernier cours, on avait commencé, pendant que ça charge, à faire le comparatif entre une async task et une thread. On avait vu qu'on pouvait hériter de la classe thread et que dans la classe thread, il y avait plusieurs méthodes qu'on pouvait override. La méthode qu'on devait obligatoirement override était la méthode run. Et que cette méthode run était l'équivalent en fait de la méthode do in background de la classe async task. Et ensuite, on avait, à travers différentes itérations, vu quelles étaient les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de programmation quand on utilisait la classe thread. Le but étant d'être capable de retourner à notre activité principale, qui est notre thread principal, les informations qui auraient été calculées ou récupérées dans notre thread. Donc, je vais rajouter un peu d'interface usagée là-dedans aujourd'hui pour vous faire réaliser certaines petites particularités qu'on n'avait peut-être pas mis en évidence la semaine dernière. Donc, Android. Je vais y aller avec notre relative layout habituel. Je vais garder le text view par défaut qui est ici parce que ça va nous permettre d'afficher à l'écran le résultat provenant de notre thread. On va juste lui donner un ID, donc Android 2.id et je vais l'appeler, vous savez, continuer avec notre exemple de la semaine dernière. La semaine dernière, je pense qu'on faisait la moyenne, si je me souviens bien, pour simuler le code exécutant en background. Donc, je vais l'appeler MOY tout simplement pour moyenne. Donc, on a notre interface usagée et allons-y. Donc, je vais résumer rapidement ce qu'on a fait la semaine dernière et ensuite, je vais attaquer avec les nouvelles manipulations. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que si mon activité principale ici avait un bout de code qu'elle devait exécuter et que ce bout de code-là demandait beaucoup de ressources, une quantité de ressources tant en puissance de calcul qu'en laps de temps, qui allait donner l'impression à l'utilisateur que mon application était gelée ou qui occupait trop mon application pour qu'elle puisse faire autre chose en même temps, ben, c'était nécessaire d'exécuter ce code dans une thread. On sait que sur Android, lorsqu'un bout de code prend plus que 3 secondes à s'exécuter, automatiquement, le système d'exploitation lui retire les ressources qu'il lui avait données. Donc, pour autant dire, le système d'exploitation shut down votre application. Donc, lorsque vous savez qu'il y a un bout de code qui va prendre plus que 3 secondes pour s'exécuter, automatiquement, vous devriez penser async task, thread, runnable, service, donc toutes les différentes classes qui permettent d'exécuter du code en background. Donc, nous, pour y parvenir, ce qu'on avait fait la semaine dernière, on avait fait ceci. On était venu ici, on avait rapidement créé une classe, et je vais le faire rapidement parce que c'est une révision. Donc, je vais l'appeler myThread.
Donc, on avait créé une classe, je l'appelle myThread ici, et on l'avait fait hériter, donc extends de thread, qui n'est pas une classe propre à Android, qui est une classe Java de base. Donc, j'ai ma thread juste ici, et à partir de cette thread, qu'est-ce qu'on va faire? On lui avait donné un constructeur. Notre but était de calculer la moyenne. Donc, on avait ici un private int, excusez-moi. On avait un private int qui était, la semaine dernière, on avait fait un tableau. Donc, je vais répliquer quelque chose de similaire. Je vais l'appeler val. On avait un constructeur qui était un public myThread et qui recevait quoi en paramètre? Qui recevait une liste variable. Donc, ce qu'on avait fait, on avait utilisé ceci, qui a une syntaxe particulière dans beaucoup de langages orientés objets. On a vu que ça existait en Kotlin, on a vu que ça existait en C#, ça existe en C++, ça existe en VB. Bref, ça représente une liste variable qui en fait est interprétée comme étant un tableau. Je vais l'appeler val LOC et on ouvre nos accolades. Et donc, à l'intérieur ici, tout ce qu'on faisait, c'était this.val égale val. Donc, notre liste variable servait à initialiser notre tableau. Et puisqu'on héritait de la classe thread, ben, il fallait absolument, pas générer, mais il fallait absolument override. Donc, je vais prendre ici, override certaines des méthodes. Donc, on voit que même dans la classe thread, ben, il y a des fonctions qui sont dépréciées. Bref, celle qu'il nous faut absolument, c'est la méthode run qui se trouvait ici. Et ce qu'on a fait, nous, la semaine dernière, c'est tout simplement la chose suivante. On a, je vais déclarer ici int sum égale 0. Et je vais dire que pour tous les integers éléments, pour les éléments de type integer se trouvant dans val, qu'est-ce que je veux faire? Je veux en faire la somme. Donc, somme plus, plus égale élément. Donc, on a la somme. Le problème qui s'est posé, et c'est sur ça qu'on a terminé le cours la semaine dernière, c'est comment est-ce que cette somme, que je dois évidemment diviser par le total des éléments que j'ai reçus en paramètres, ce qui me donne la moyenne, comment est-ce qu'elle peut être retournée à notre activité principale. Donc, ce qu'on avait vu comme méthode, et je veux montrer les limitations de cette méthode aujourd'hui, c'est qu'on pouvait venir ici, créer un public statique, je vais dire void, mais ça pourrait être n'importe quel type de retour. Je vais l'appeler show moyenne, voilà, qui reçoit en paramètre un double. Un double que je vais appeler moyenne. Et pour l'instant, à l'intérieur de cette fonction, on va utiliser, parce que ça nous permet de déboguer rapidement, un logcat. Et mon logcat, voici la clé de test. Et on va faire ceci. Donc, string.valueOf, on va passer notre fameuse moyenne. Donc, voilà, c'est une fonction, rien de trop spectaculaire. La magie de cette fonction, c'est l'utilisation du mot statique, juste ici. Ce qui me permet, dans ma thread, de venir faire la chose suivante, de faire main activity .show moyenne et de lui passer, en fait, somme divisé par quoi? Divisé par this.val.length. Et ça nous a permis ici de
bien comprendre la différence entre un cast explicite et un cast implicite, parce que si on exécutait ce code-ci, ben, on allait perdre la partie décimale, parce qu'on a expliqué la semaine dernière que ici j'ai un integer et ici j'ai un integer, donc même si le résultat me donne une valeur réelle, parce que le compilateur a réservé assez d'espace pour un integer ici et assez d'espace pour un integer, ben, il prend pour acquis que le résultat va aussi pouvoir être stocké dans un integer. Donc, il ne garde pas la partie décimale. Pour régler ce problème, il fallait forcer soit le numérateur, soit le dénominateur à être interprété comme un double. Et ce que le compilateur fait, c'est qu'il essaie de s'assurer de ne jamais perdre d'informations. Donc, si un de vos deux opérandes a besoin d'assez d'espace pour stocker un double, ben automatiquement, pour le compilateur, le résultat total doit être stocké dans un double. Donc, on faisait tout simplement un cast ici, double, et ça réglait notre problème. C'est ce qu'on a appris à faire la semaine dernière. Et si on le réexécute, juste pour les besoins de la cause, donc si je crée ici un objet de type myThread, donc M1, disons, égale new myThread, et que je lui passe une liste variable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiens, et 10. Voici ma liste variable, et que je fasse M1.start, parce qu'en appelant la méthode start, ça appelle automatiquement la méthode run. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, notre constructeur ici initialise notre tableau interne. Et ensuite, lorsqu'on appelle start, ça appelle automatiquement run. Run fait la somme, le divise par le nombre d'éléments, ce qui nous donne la moyenne, et appelle la méthode statique de notre activité principale. Donc, ça nous ramène juste ici. Donc, dans le log, on devrait voir s'afficher la moyenne. Donc, un résumé rapide de ce qu'on a fait au dernier cours. Validons tout simplement avant d'avancer. Donc, ça ne devrait pas être trop long, le temps que mon téléphone démarre. Ça vous rappelle des souvenirs, la petite boule verte qui vient d'apparaître? Oui, c'était Hitball. Ouais, le Hitball ou le Alien Solar System. Parfait. Donc, ça a fini de compiler. Oui, c'est bon. Donc, allons voir dans le log 4. Et dans le log 4, si je m'amuse à taper test, donc, sans trop de surprise, ben voilà, 5.5. Donc, ça marche. Ça va? Mais mon but, quand j'exécute du code en background, si par exemple, dans notre méthode run, juste ici, au lieu de faire la moyenne, on avait utilisé un HTTP URL connection, la classe Java qui nous permet d'exécuter des requêtes de type get et de type get et de type post vers un script PHP qui lui parlait une base de données, que la base de données nous avait renvoyé des enregistrements, qu'on avait mis dans une array list d'enregistrements, qu'on espérait afficher dans un list view ou dans un recycle view dans notre interface usagée. Le fait d'être en mesure d'écrire sur la console, ça ne me donne pas grand-chose. Est-ce qu'on serait en mesure de prendre ce résultat, 5.5, et l'afficher sur notre interface usagée? Juste ici. Ça va? C'est la question. Avec cette technique-là. Et la réponse est, dans l'état actuel des choses, non. Et on veut corriger ça. Mais avant de corriger ça, puisque je dois prêcher par le bon exemple, ça va? On va versionner ce qu'on est en train de faire. Ça va me permettre de vous présenter quelques nouvelles commandes aujourd'hui, en fait. Ça va? C'est la démo a pour excuse, oui, de vous présenter des notions plus avancées sur les threads, les runables, mais c'est aussi une excuse pour pousser vos connaissances en Git. Donc, je suis présentement sur mon... OK, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais naviguer jusqu'à mon desktop. Sur mon desktop, le dossier qui m'intéresse s'appelle
Ici, démo, background worker, etc., etc. Donc CD, dim, voilà. On est à l'intérieur du dossier. Si je fais un ls, oups, si je fais un cd, si je fais un ls, excusez-moi, je vois bien la structure de mon projet Android. Donc, je vais faire ici un git init. Avant de faire le git init, je n'ai pas encore exécuté. Je veux juste vous montrer quelque chose. Je vais prendre quelques secondes et je vais faire un petit print screen de ma barre ici de tâches. Observez-la bien. Ça va? Observez-la bien, observez-la bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Observez spécifiquement ce côté-ci ici. On ne voit rien de particulier là-dedans. Ça va? Je n'ai pas encore fait mon git init. Je vais aller dans VCS. C'est pour Version Control System. Et là-dedans, si je regarde bien, get from version control, import into version, create git repository. Donc, si je sélectionne ça, c'est l'équivalent de faire un git init, mais directement à l'intérieur de Android Studio. Ça va? Import into Subversion. Subversion, c'est un serveur de versionnement comme GitHub ou comme GitLab. Mercurial, juste ici, c'est un serveur de versionnement comme GitHub ou comme GitLab. Et bref, Share Project on GitHub. Donc, si je donne le URL de mon dépôt sur GitHub, automatiquement, Android Studio va me permettre de pousser mon projet là-bas. Mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez que j'ai zoomé sur la barre de tâches et je vous ai demandé de spécifiquement regarder ce côté-ci. Ça va? Maintenant, je vais exécuter mon git init. Regardez bien. Donc, mon git init, voilà, c'est fait. Je vais retourner dans Android Studio, si vous permettez. Et je vais refaire un print screen de ma barre, ici. Regardez ce qui vient d'apparaître. Git, et j'ai des petits symboles ici, j'ai des petites flèches. Allons voir dans Android Studio ce qui représente ces symboles-là. Donc, si je retourne dans Android Studio, donc, c'est ici, Update Project. Ça, Update Project, ça fait quoi? Ça fait un git pull. Ça récupère les modifications qu'il y a sur le serveur. Si je regarde ici, ça fait un commit. C'est écrit commit, mais en réalité, ça fait un add. Ça vous ouvre une fenêtre où vous pouvez écrire votre message de commit et ça exécute le commit pour vous. Si je regarde maintenant dans VCS, pour Version Control System, j'ai des options supplémentaires qui ont apparu. Regardez ici, j'ai commit file, j'ai add to git ignore, j'ai branch pour me permettre de créer des branches, j'ai merge pour me permettre de merge. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que pourquoi est-ce que je vous fais utiliser Git Bash quand tout ça s'est intégré dans Android Studio? Et je pourrais vous montrer la même chose dans Visual Studio. Je pourrais vous montrer la même chose dans NetBeans. C'est parce que quand vous arrivez sur un IDE, ben, l'IDE va utiliser des termes ici qui ne respectent pas nécessairement les commandes Git, mais qui exécutent les commandes Git en arrière-plan. Donc, pour être à l'aise à faire du contrôle de version dans votre IDE, ça va vous prendre un peu de temps pour le maîtriser. Mais si vous devez faire du versionnement le jour 1, quand vous arrivez en emploi, ben, avant de commencer à chercher ou faire telle ou telle option dans votre logiciel, vous ouvrez Git Bash et vous êtes déjà opérationnel. Ça va? Donc, je vais utiliser les deux aujourd'hui, juste pour vous montrer que j'utilise Git Bash ou que j'utilise les outils qui sont là, c'est exactement la même chose. Ça va pour tout le monde? Et je prendrai la peine de faire une petite parenthèse pour vous montrer comment on fait ça aussi graphiquement dans Visual Studio. Parce que mon but est de vous préparer au monde de l'emploi et si vous êtes dans Visual Studio, c'est sûr qu'en entreprise, on va vous demander d'utiliser les outils dans Visual Studio et pas nécessairement les lignes de commande. Ça va pour tous? OK. Donc, je vais continuer du côté Git. Mais je ne vous l'avais pas remarqué parce que je n'ai pas mis l'accent dessus. Si je vous avais fait un zoom sur ma barre de tâches ici, vous aurez remarqué que tous mes noms de fichiers, tout à l'heure, ils étaient noirs. Dès lors que j'ai activé Git en faisant Git init, ils sont devenus rouges. Pourquoi? Parce que
ben, c'est comme faire un git status. C'est les fichiers qui ont été créés et qui n'ont pas encore été commit. Donc, excusez-moi. Donc, on a fait notre init. Donc, je vais faire maintenant un git add espace point, enter, et je vais faire un git commit -m commit initial, donc avec thread et fonction statique. Ça va? Donc, on décrit ce qu'il y a dans ce commit-là tout simplement. Donc, c'est fait. Je n'ai pas besoin de faire de push ici. Je ne travaille pas sur le serveur. Je travaille localement. Donc, clear. Et donc, si je fais un git log, parfait. Pas de problème. On voit ce qui a déjà été fait. Ça va jusque-là. Rien de trop nouveau jusque-là. Si je retourne maintenant dans mon dépôt, regardez, c'était rouge tout à l'heure. C'est devenu noir. Tout le monde a remarqué? D'ailleurs, je l'ai encore dans mon print screen. Regardez mes fichiers. Ils étaient rouges. Ça va? Parce qu'ils n'avaient pas encore été add et commit. Et maintenant, si je fais une autre prise, on voit qu'ils sont devenus noirs. Donc, on a des indications visuelles qui nous disent ce que notre serveur Git local est en train de faire avec le fichier. Et encore une fois, c'est juste pour vous prouver que je le fasse graphiquement, que je le fasse à travers le code, c'est exactement la même chose. C'est bon pour tous? Maintenant, comment est-ce que vous devriez développer? J'ai une version de mon application présentement ici, ça va, qui me permet de transférer de l'information du thread vers mon interface principale. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ça ne me permettait pas d'afficher cette information dans mon interface usagée. La preuve, je suis toujours sur la branche principale. On est toujours sur master ici présentement. Donc, si je vais afficher l'information dans mon interface usagée, ben, on a appris à faire ceci. Donc, private, c'est un text view qu'on a dans l'interface usagée, dans notre fichier de layout. Je vais l'appeler moyenne, encore une fois. Et donc, dans onCreate, juste ici, je vais venir obtenir une référence vers ce text view. Donc, this.moyenne égale text view find view by ID et R majuscule point ID point moyenne. Donc, on a obtenu une référence vers notre fameux text view, ce qui fait que, allons-y, essayons. This.moyenne, qui est un text view, donc .set texte, et qu'est-ce que je vais lui donner comme texte? Je vais lui donner ceci comme texte. Donc, on est tous d'accord que, ben, normalement, c'est comme ça qu'on écrit dans un text view. Mais c'est clair que Android Studio n'est pas content du tout. C'est rouge. Avant que je mette mon curseur là-dessus, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi est-ce que c'est rouge? Pourquoi est-ce qu'Android Studio n'est pas content présentement? C'est une belle question d'entrevue, ça. Parce qu'il n'y a pas de moyenne dans cette fonction. Non? Pardon? Parce que, non, vu qu'on a un paramètre moyenne, donc on ne peut pas mettre 10. Non? Le paramètre donne plus de détails. C'est pas assez clair. Parce que c'est privé? Non. Non, ce n'est pas parce que c'est privé. C'est par rapport aux attributs de la variable moyenne, les set et les get? Non.
Non, c'est pas... C'est à cause des statiques, monsieur. Merci beaucoup, Paolo. Est-ce que tu peux détailler? C'est effectivement à cause du statique, mais pourquoi est-ce que, en déclarant la fonction statique, je n'ai plus accès à mes attributs? Si je me rappelle bien, quand tu as une fonction statique, la déclaration, ce n'est pas toujours de l'objet. On déclare de la classe. Ce n'est pas un objet qui appelle la fonction. Donc, on ne peut jamais utiliser le 10. Parfait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je vais reformuler, juste pour être sûr que tout le monde a compris, mais ton explication était très bonne. Donc, allons-y. Regardez tout simplement comment est-ce que ça a été appelé. Main activity.showMoyenne. Donc, c'est une fonction que j'ai appelée sur la classe et non sur un objet de la classe. Or, le mot-clé this, il signifie quoi? Le mot-clé this, dans tous les langages orientés objet, il fait référence à l'objet actuel. Ben, puisque c'est statique, peut-être que l'objet, il n'a même pas encore été créé. Quand je dis l'objet, je parle de cet objet-ci. Peut-être que l'objet n'a même pas encore été créé quand j'appelle la méthode. Et si j'écoute les conseils d'Android Studio, regardez l'erreur, cannot be referenced from a static context. Donc, le mot-clé this ne peut pas être utilisé dans un scope qui est statique parce que this veut dire un objet, alors que statique veut dire qu'on peut appeler cette méthode ou cette constante on doit appeler cette méthode ou cette constante sur la classe, donc avant qu'un objet puisse même exister. Tout le monde comprend l'idée? Donc, on a un problème. Parce que si on exécute du code en background, c'est probablement parce que ça prend du temps. On voulait que l'interface usager reste fluide, mais à la fin de l'exécution du code en background, on veut ramener ça sur l'interface usager. Donc, il y a plusieurs solutions à ça, certaines meilleures que d'autres. Donc, je vais utiliser le versionnement ici pour vous montrer quelques pistes de solutions. Ça va? Donne-moi une petite seconde. Ça ne va pas être long, excusez-moi pour ça. OK. Donc, je vais laisser cette ligne-ci en commentaire, juste pour vous rappeler de ce qu'on a fait comme test qui ne fonctionne pas. Vous savez quoi? Je vais m'en débarrasser correctement parce que le but de faire du versionnement, c'est de vous montrer que vous n'avez pas besoin de faire des commentaires et de les enlever tout le temps. Vous n'avez qu'à versionner votre code. Donc, je vais faire un petit save. Et ce que je vais faire, on s'entend que je n'ai rajouté aucune ligne de code, là, vraiment. Donc, je vais retourner dans Git Bash et je vous montrerai comment faire ça de Android Studio directement. Si je fais un Git, pas Git init, excusez-moi, Git status. Donc, on voit que le seul fichier qui a été modifié, là, c'est mon activité principale parce que j'ai mis du code j'ai créé ma fonction statique, etc., etc. Donc, ce que je vais faire un Git branch. Donc, on va créer une nouvelle branche et on va l'appeler static view. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai créé une nouvelle branche et je l'ai appelée static view. Je vais faire git branch encore une fois, juste pour lister les branches. Vous prouvez que j'ai maintenant 2 branches. Donc, j'ai 2 branches. Et la branche verte, celle à côté de laquelle il y a l'étoile, c'est ma branche master. C'est celle sur laquelle je me trouve. Je veux me déplacer sur static view. Donc, on sait qu'on fait un git checkout et static view. Donc, on est maintenant sur la branche static view. Ça va pour tout le monde? Good. Et ça permet de réviser nos commandes Git en même temps. Donc, si je fais un Git branch encore, regardez,
Je suis maintenant sur Static View, c'est clair. Je le vois ici et je le vois ici aussi. Good? OK. Donc, si je retourne dans Android Studio, par contre, je vais voir aucune différence. Pourquoi? Si on regarde mes mains, mon point ici, c'est la branche Master. Mon point ici, c'est la branche Static View. Elles sont parallèles. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce qui était ici et je l'ai juste cloné. J'ai fait un univers parallèle avec. Si, au fur et à mesure que je vais rajouter du code sur Static View, là, les deux univers vont différer. Et je vais pouvoir regarder la différence entre les deux. C'est ce que je veux vous montrer. Je vais vous présenter la commande git diff aujourd'hui, qui permet de voir la différence entre ce qui se trouve sur deux branches. Et on va voir comment dans Android Studio, on peut visuellement, dans notre environnement graphique, voir cette différence. Donc, on est ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir juste ici. Et je vais faire private static. Private static text view. Qu'est-ce qui m'empêche de déclarer un text view comme étant statique? Il n'y a rien qui m'empêche. Un text view, c'est une variable comme n'importe quelle variable, non? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, non, peut-être. Donc, oui. Si TextView est statique, ça veut dire que maintenant, ma méthode statique y a accès. Parce qu'une méthode statique peut manipuler les objets qui, eux aussi, sont statiques. Donc, je vais maintenant venir ici et je vais nous faire moyenne directement, pas 10 points moyenne, mais moyenne. Point. Et là, le problème qu'on a ici, c'est ma faute. Moyenne, ben, il ne sait pas si on parle de lui ou si on parle de lui. Et si je m'amuse à essayer de faire 10, il y a toujours un problème. Je ne peux pas faire 10, je ne suis pas dans un objet. Comment est-ce qu'on attaque un attribut statique? Il faut le nom de la classe, si je ne me trompe pas. OK. Donc, si je viens faire main activity point, je vois moyenne. Ça va? Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est private. Comment ça se fait qu'on le voit apparaître? Quelqu'un a une réponse à ça? Quand quelque chose est private et qu'on fait point, on n'est pas supposé le voir apparaître, non? C'est parce que c'est statique. C'est pas parce que c'est statique, c'est parce que je suis où là? Je suis à l'intérieur de main activity. Donc, main activity voit tout ce qu'il y a dans main activity. Et moyen, c'est un attribut de main activity. Tout le monde a compris la petite, comment on dit, le petit détail. C'est avec ces détails-là qu'on est capable de différencier deux applicants et de dire, lui, il connaît vraiment l'orienté objet, lui, il en a déjà vu, mais il ne le maîtrise pas parfaitement. Ça va? Donc, c'est ces petites subtilités. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous les rafraîchir, vous les ramener à l'esprit. Donc, 10 points moyenne, point 7 texte. Et évidemment, c'est ceci qu'on veut aller mettre là-dedans. Donc, je vais réexécuter mon code maintenant. Et puisque j'ai gardé le log 4, ben, techniquement, ma moyenne devrait s'afficher à la fois dans le log et à la fois à l'écran. Donc, effectivement, ça s'affiche ici, mais c'est tout petit parce que je n'ai pas modifié la taille du texte. Donc, allons zoomer dessus. Et voilà. Ça va? Tout le monde a compris ce qui s'est passé? Donc, j'ai utilisé, attention à vos micros, j'ai utilisé une fonction statique dans mon activité principale pour que ma thread soit en mesure de renvoyer de l'information sur l'activité principale. Mais puisque la fonction était statique, elle n'avait pas accès aux attributs de ma classe. Le fixe qu'on a trouvé, c'est qu'on a déclaré les attributs comme étant statiques. Ça va? Ça marche, mais ça ne fait pas vraiment de sens. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je pourrais accéder à mon TextView avant que l'activité qui contient le TextView existe. Tout le monde comprend un peu la bizarrerie de la situation? Mais ça marche parce que
on a appelé les choses dans la bonne séquence. Mais si quelqu'un ne suivait pas la bonne séquence, ça créerait un bug, cette histoire. Mais bref, on a ce code-là sur notre branche, comment elle s'appelle? Sur notre branche Static View. Je vais juste nous ramener un peu plus haut dans l'écran. Donc, on a ce code-là sur notre branche Static View. Donc, vous savez quoi? C'est un code fonctionnel. C'est une manière d'implémenter notre fonctionnalité qui est d'afficher la moyenne calculée dans la thread, dans notre interface usagée. Donc, sauvegardons cette branche-là avant d'essayer de trouver d'autres techniques. Et à la fin, on gardera la branche qui nous intéresse vraiment. Tout le monde comprend l'idée? Donc, quand je vous dis sur le canal général de nos cours, on doit développer une fonctionnalité à la fois sur une branche secondaire et lorsqu'on est satisfait, seulement ramener cette fonctionnalité sur la branche principale, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Ça va? Donc, là, je vais faire quoi? Je vais faire un git, un git add, espace, mais je suis en train de faire ça sur static view, je ne suis pas en train de faire ça sur master. Donc, un git add, c'est fait. Je vais faire un git commit-m et allons-y comme ceci. Déclaration du text view comme statique pour affichage, pour affichage de moyenne, dans GUI, pour Graphical User Interface. Ça va? Donc, fermons ça comme ceci, c'est fait. Donc, je vois qu'il y a 5 changements qui ont été faits, apportés au fichier. Regardez bien. Je suis présentement sur Static View, ça va, qui a le nouveau code. Mais sur Master, on sait que ce code, il n'y s'y trouve pas. D'ailleurs, git checkout master, avant que j'appuie, donc, on voit à quoi ça ressemble ici, là. Donc, ça, c'est statique, et on a écrit le code suivant. C'est les différences, ça va? Maintenant, je vais donner un petit Enter. Voilà, on va retourner dans Android Studio. Donc, voici ce qu'il y a sur la branche principale. Ça va? Voici ce qu'il y a sur Master. Je suis sur Master présentement. Oui, Mohamed. J'ai une question, Fernand. Alors, si j'ai plusieurs classes dans le même packaging où ça se trouve main activity, ça veut dire que j'ai accès à tous les attributs, même s'ils sont privés, du moment qu'ils sont statiques, il suffit juste d'appeler main activity et j'ai accès à cela. Exactement. Donc, il y a un problème de sécurité alors. Oui. Et souvent, pourquoi est-ce qu'on déclare des classes statiques en Java? On va créer une classe statique dans laquelle on va mettre plein de constantes statiques publiques. Pourquoi? Parce que ces constantes-là, on veut pouvoir les utiliser partout à travers notre application. Donc, on va juste mettre le nom de notre classe de constante, point, le nom de la constante qui nous intéresse. Donc, ça marche ici, mais je suis en train d'essayer de vous démontrer que c'est peut-être pas la meilleure manière de travailler. Mais vous allez voir du code comme ça en entreprise. Donc, je vous permets de le comprendre et donc d'être capable de l'expliquer. Ça va? OK. Donc, moi, personnellement, ça me fatigue de naviguer de master à static view pour voir la différence chaque fois. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais retourner sur Static View. On est sur Static View. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais juste remonter à l'écran et je vais faire ces nouvelles commandes. Git, ça va? Git. Diff master. Donc, je suis présentement sur Static View et je veux voir la différence entre la branche Static View où je me trouve et la branche Master. Donc, vous voyez que j'ai du code Java qui m'a été parachuté à l'écran. Tout le monde voit ça? Donc, ce qui est gris
ou blanc, ça dépend de votre niveau de daltonisme. Ce qui est gris ou blanc, ça correspond à quoi? Ça correspond au code qui est commun entre la branche master et la branche static view. Ce qui est vert avec le petit plus, ça correspond aux ajouts qui ont été faits dans static view et qui ne sont pas dans master. Ça va pour tout le monde? Bon, donc, oui, je vois les différences, mais c'est quand même combiné en un écran. Ça peut être lourd de voir les différences. Oui, Mohamed? Excuse-moi, j'ai deux écrans. Je vais te demander si je comprends bien, si tu utilises diff, ça veut dire que c'est juste pour voir la différence entre ces deux codes du master et celui de static view. On est d'accord? Exactement. Exactement. Donc si c'est vert, si je comprends bien, ça veut dire que dans static view, tu as ajouté la ligne de code, c'est ça? Exactement. J'ai ajouté les lignes vertes par rapport à ce qu'il y avait dans master. Et c'est normal qu'on a créé notre branche static view au départ. Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux fichiers? Ils étaient pareils. Et je vous ai donné l'analogie de mes deux mains, qu'on était comme ça, on a créé notre branche. Et au fur et à mesure qu'on développe sur l'autre branche, c'est là qu'elle se différencie. Ça, c'est clair dans l'esprit de tout le monde? C'est bon? Donc, j'ai fait mon diff à partir de static view. Qu'est-ce qui se passe si je fais mon diff à partir de master? Ben, je vais voir que dans master, on va me dire qu'il y a plutôt des lignes qui ont été enlevées par rapport à static view. Ça va? Je vais juste vous le montrer. Donc, je vais aller sur master et à partir de master, laissez-moi juste faire un git branch pour être sûr que j'écris static view correctement. Donc, git diff et je vais faire static view. Regardez, c'est plutôt l'inverse ici. Vous voyez, ce qui est en blanc ou en gris, c'est ce qu'il y a sur master et ce qui est en rouge, c'est ce qu'on a enlevé pour passer de static view et revenir à master. Tout le monde voit l'idée? Donc, c'est question de point de vue. Mais, comme je vous dis, il faut être un peu habitué pour être capable de décoder ça correctement dans une console. Donc, ce que je vais faire, puisque vous êtes des enfants des interfaces graphiques, ça va? Donc, je vais faire ceci. Je vais nous ramener sur Static View. On est sur Static View. Je vais aller dans Android Studio et regardez bien ce qui va se passer. Je vais venir ici, dans Version Control. Je ne sais pas si c'est... VC, c'est pour Version Control. Le S, je ne sais pas si c'est pour Source ou pour System. Je ne sais pas c'est quoi le S dans l'abréviation dans Android Studio. Mais bon, ce n'est pas très grave. Hein? C'est la section de contrôle de version. Donc, là-dedans, si je viens sur Git, je vois que je peux comparer la branche actuelle sur laquelle je me trouve avec une autre branche. Donc, Compare with Branch. Moi, je vais prendre l'option comme, vous savez, je vais mettre sur l'activité principale. Je vais venir ici, Git, Compare with. Donc, je peux comparer avec plusieurs autres états de mon projet. Les chiffres qui sont là, c'est quoi? C'est les différents commits que j'ai faits jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une option. Je vais montrer une autre option. Je suis toujours sur Main Activity. Je vais faire ici, Git, Compare with Branch. Donc, présentement, je suis, et je le sais, je suis sur Static View. Et je veux comparer Static View, excusez-moi, je veux comparer Static View avec une autre branche. Quelle branche? Ben, la seule autre branche que Static View présentement, c'est Master. Donc, je vais cliquer là-dessus. Regardez comme c'est beau. C'est beaucoup mieux que ma console de tout à l'heure, non? Donc, de ce côté-ci, regardez, on a Master. De ce côté-ci, on a Static View. Et on voit tout ce qui a été ajouté de Master à Static View.
c'est pas mieux que mettre du code en commentaire et le décommenter. Donc, on a les deux versions présentement. Et on a vérifié que le code ici marchait. Donc, si on est satisfait avec le code ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un merge. Et un merge, ça fait quoi? Ça prend tout ce qui est ici et ça le rajoute à l'endroit où ça doit être rajouté pour qu'on n'ait plus qu'une seule version de l'application. Tout le monde a compris le concept de diff et de merge. Donc, ça permet de visualiser ici ce que c'est qu'un merge. C'est prendre tous les ajouts qui ont été faits ici sur notre seconde branche et venir les insérer à l'endroit où on nous dit qu'ils sont manquants dans le fichier d'origine. Ça va pour tous? Oui, Mohamed? Mohamed? Sbaï? C'est pas Mohamed qui avait une question? Attendez, laissez-moi voir la liste. Oui, Mohamed, ta main est levée. C'est un bug. Est-ce que c'est juste un petit bug? Okay. Sauf que là, je suis en démo. Je ne peux pas déboguer ton code sur ton écran. Ouais. C'est bon, merci. J'ai plus de questions. Parfait. Donc, voilà pour le diff à l'intérieur de Android Studio. Et la même fonctionnalité, je pourrais vous la démontrer dans Visual Studio. La même fonctionnalité, je pourrais vous la démontrer dans NetBeans aussi. Ça va, c'est intégré dans absolument tous les IDE. Zacharia a vérifié. Donc, Version Control System. OK, merci beaucoup. Donc, pour le VCS, ça veut dire Version Control System. Donc, ça va pour tout le monde, ce que je viens de démontrer ici? Oui, monsieur, c'est correct. Donc, je vais fermer ça. Et donc, c'est une manière de transférer de l'information, mais ça marche. On a prouvé que ça marche, mais je ne suis pas satisfait avec ça pour l'instant, pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une autre branche encore sur laquelle je vais vous expliquer une autre technique. Et on aura donc la branche principale, la branche Static View et la branche qu'on va créer. On aura 3 branches différentes. Si c'est Static View qu'on garde, on va merge Static View avec notre branche principale. Si c'est la nouvelle branche qu'on garde, c'est elle qu'on va merge avec notre branche principale. Tout le monde comprend l'idée? Et c'est comme ça qu'on développe un logiciel de manière itérative. Donc, rajoutons notre autre branche et après prenons la première. Oui, rajoutons l'autre branche, vous allez voir, ce n'est pas une grosse modification du code ici, donc on ne va pas trop empiéter sur votre temps de pause. Donc, je vais faire ceci, mais il faut faire attention. Si je crée une branche à partir de là où je me trouve, mon arbre, il est comme ça. Voici master. À partir de master, ça va... donnez-moi une seconde. À partir de master, tout le monde voit mon crayon rouge? Disons que mon crayon rouge, mon big, ce serait Static View. Présentement, je suis sur Static View. Si je crée encore une nouvelle branche à partir de Static View, je viens de faire ça. Ça va? Moi, ce que je veux, c'est à partir de master, créer une nouvelle branche. C'est bon? Donc, quand on fait git branch, on crée une nouvelle branche à partir de l'endroit où on se trouve présentement. C'est clair pour tout le monde? Donc, je vais revenir sur master pour créer ma nouvelle branche. Ça va? Et en revenant sur master, ma nouvelle branche va avoir quoi comme code de départ? Le code qu'il y avait sur master. Donc, git checkout master, et on le voit, on est revenu ici au code qu'on avait sur master. Et à partir de là, je vais créer ma nouvelle branche. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait le merge? Non, je n'ai pas fait le merge. Je n'ai pas fait le merge, pourquoi? Parce que on a le thread avec la méthode statique. On a le thread sans la méthode statique que je vais créer sur une nouvelle branche. On a le runnable avec la méthode statique, le runnable sans la méthode statique. J'ai 4 techniques différentes. Tant que je n'ai pas testé les 4, pourquoi est-ce que je vais merge? Je ne sais pas encore laquelle est la meilleure. Tout le monde comprend l'idée? Ça va? Donc, c'est comme si votre but est de valider un numéro de carte de crédit. Donc, on peut le faire avec la classe string, on peut le faire avec les expressions régulières, on peut le faire
au niveau de la base de données. On peut le faire de différentes manières, mais quelle manière vous allez garder dans votre application? Donc, on crée autant de branches qu'il y a de manières de valider auxquelles on pense. On les teste tous et celle qui est la plus performante, c'est elle qu'on va merge sur notre branche principale. Ça répond à la question de pourquoi je n'ai pas encore merge? Je viens de comprendre, oui, merci. Super. Et c'est vraiment comme ça que je veux que vous vous pratiquiez à développer. C'est à ça qu'on s'attend en entreprise. Parce que votre patron va vous dire, OK, mais est-ce que tu as fait, ça fonctionne. Mais est-ce que tu as pensé à telle et telle autre méthode? Là, vous allez dire, oui, j'ai essayé, mais ce n'était pas efficace. Ah, OK, est-ce que je pourrais voir? Ah, ben désolé, j'ai essayé ça hier, puis je l'ai effacé. Comprenez le problème? Alors qu'il n'y a pas de problème. Allons sur la branche, je vais le réexécuter, tu vas pouvoir constater toi-même. Ça va? C'est à ça que ça sert. Donc, je vais créer mon autre branche. Donc, git branch. Et je vais appeler ça main activity ref. Pour reference, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Et mes noms de branches ont toujours une signification. Elles disent ce que je vais faire dans la branche en réalité. Donc, allons-y. On a créé notre autre branche. Je vais juste faire mon git branch. Ça va? Pour voir que je suis sur master et j'ai ces deux branches. Et on les a créées de bord en bord. Ça va? Juste pour illustrer que j'ai ma branche principale. J'ai un chemin qui va comme ça et j'ai un autre chemin qui va comme ça. Ça va? Donc, allons-y. Je vais me rendre sur cette branche. Git out main ref, ça va, on s'y trouve. Et donc, si je vais dans Android Studio, aucun changement, puisque pour l'instant, j'ai exactement la même chose que j'avais sur main. Et c'est là que, on va faire quelques petits changements. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici et je vais redéclarer mon private, parce que je ne l'avais pas sur master, ça. Donc, je vais déclarer mon private text view, parce qu'on en a besoin. Je vais le réappeler moyenne, si vous permettez. Ça, c'est bon. Je vais récupérer encore une référence. Donc, d'après ce que je suis en train de faire, on voit qu'en réalité, j'aurais dû créer ma branche là, à partir de Static View, parce qu'il y a beaucoup plus de code en commun avec ce que j'avais sur Static View que ce qu'il y a sur Master. Je suis en train de réécrire des choses que j'avais déjà écrites de l'autre côté. Ça va? Mis à part le statique. Mais bref, ce n'est pas trop grave. Où vous créez vos branches, l'important, c'est que vous ayez des branches pour toutes les alternatives possibles, toutes les manières possibles d'implémenter un algorithme. Donc, j'ai perdu mon fil d'idée. Oui. Donc, this.moyenne égale, on va faire ça rapidement. View. Find view by ID, r.id.moyenne. C'est bon. Et maintenant, je vais venir ici. Je suis toujours dans mon activité. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire juste ici. Donc, je vais copier la fonction qui est là pour ne pas perdre de temps. Je vais enlever le statique et je vais appeler ça show moyenne 2. Et je vais laisser le log4 pour prouver que je vais toujours recevoir l'information et ça va toujours l'afficher dans le log4. Mais regardez ce que je vais faire ici. Ici, je vais venir faire this. Oups. This, parce que je peux utiliser this, ce n'est pas statique. Moyenne, point set text. Et qu'est-ce que je vais passer à cet texte? Je vais passer ceci. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, Fernand, ça ne nous a rien appris, là, on savait déjà faire ça. Notre problème, c'est comment est-ce que je peux appeler cette méthode à partir de mon thread? Ben, la réponse est relativement simple.
tout le monde est d'accord qu'une classe ou un objet d'une classe a accès à tous ses attributs et toutes ses propres fonctionnalités. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, pardon, regarde. J'ai une petite question. Oui. C'est dans quelle branche exactement? C'est dans le master ou bien c'est dans On le vient statique? tout juste de créer une nouvelle branche, moi-même. Oh, excuse-moi, ça, j'ai pas vu ça. C'est bon? Parfait, okay. Merci. Donc, ce que je vais faire, regardez bien, je vais aller dans ma fameuse thread et vous savez quoi? Je vais lui rajouter un constructeur. Ça va? Et vous allez comprendre pourquoi je vais lui rajouter un constructeur. C'est pour ma fameuse deuxième technique. Donc, je vais faire public. Vous savez quoi? Allons-y. Je vais faire ceci. Ça va être plus rapide. Je vais faire ça. Et ça va me permettre de vous montrer quelque chose aussi. Si je viens ici, je fais ceci. My activity main. Android Studio n'est pas content. Pourquoi? Parce que quand on utilise un paramètre de type variable, ben, quand une fonction ou un constructeur reçoit un paramètre, une liste variable, ça doit être le paramètre unique. Si on a plus qu'un paramètre, le paramètre variable doit être le dernier paramètre. Donc, si j'enlève ça de là et que je viens le placer ici, il n'y a plus de problème. Ça va? Maintenant, je viens de faire quelque chose de bizarre ici. Main activity. Main activity, c'est mon activité principale. Mais si je suis capable de passer une référence de mon activité principale, donc cette référence, qui s'appelle main, ici, aura accès à quoi? À ce qui est public à l'intérieur d'elle. Et donc, je pourrais passer ici la moyenne. Tout le monde comprend ce qui vient de se produire? Donc, testons-le, finalisons. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais rajouter à ma classe un private main activity que je vais appeler main. Et on va l'initialiser ici. This faisant référence à la thread, main faisant référence au main activity qui a une relation d'agrégation avec ma thread parce qu'on l'a reçu en paramètre et on l'a sauvegardé dans un de nos attributs privés égal à main. Ça me permet de faire quoi? Et puis, vous savez, je gardais l'ancien constructeur ici pour que vous soyez capable de comparer entre la nouvelle version et la version précédente. Mais vous savez quoi? On fait du versionnement. Je n'ai pas besoin de le garder parce que si vous voulez comparer, vous allez faire un diff entre ma nouvelle branche et mon ancienne branche. Tout le monde comprend l'idée? Donc, ça permet de nettoyer nos fichiers aussi au fur et à mesure qu'on avance. Good? Si je vais trop vite, dites-le moi. Vous savez, quand on commence à faire de la vraie programmation, je m'emballe toujours. Calmez-moi si j'ai besoin d'être calmé. Ça va jusque-là pour tout le monde, je crois. Okay. Donc, au niveau de mon run, je vais faire quelques modifications. Ben, ça ici, je ne vais plus faire main activity.show moyenne parce que je ne veux plus utiliser la méthode statique. Même que je vais me débarrasser de la méthode statique quand je vais retourner dans l'activité tout à l'heure. Parce que sur cette branche-ci, je n'en ai pas besoin. Et je vais seulement merge la branche qui contient la solution finale qui m'intéresse. Donc, je vais juste garder mon calcul ici pour ne pas avoir à le réécrire. Je vais me débarrasser de ceci. Et donc, je vais faire this.main, qui est ce que je reçois en paramètre, point show moyenne 2. Et on va mettre notre calcul à l'intérieur. Donc, quand la thread aura fini d'exécuter son code en background, elle va utiliser la référence de l'activité principale pour appeler la méthode showMoyenne2, qui n'est pas statique, en lui passant le résultat du calcul. La méthode showMoyenne2, excusez-moi, qui se trouve ici, va donc effectuer son travail, qui est d'afficher le résultat dans l'interface usagée. Donc, mon attribut n'est plus statique, je n'ai plus besoin de ma fonction statique se trouvant ici, et ça va disparaître, ça va, puisque, pas ça va disparaître, mais plutôt
en plus de passer une liste variable, on va devoir aussi passer this, une référence de l'activité actuelle. Ça va pour tout le monde? Donc, exécutons le code, et si ça marche, là, on va pouvoir le commit et le add. C'est bon pour tous? Donc, je ne fais pas de commit ni de add tant que je n'ai pas validé la fonctionnalité du code. Surtout si je travaille avec un serveur de versionnement où d'autres développeurs vont pull mon code. Si je fais add, commit, push, et que tous les autres développeurs font pull et que je n'ai pas testé mon code avant, ben, je viens d'induire un bug dans le programme de tout le monde. Ça va? Donc, je vais sauvegarder. Mes chers amis, exécutons. Vous savez quoi? On va changer la série de chiffres, juste pour vérifier que ce n'est pas le même code qui s'exécute. 23, 78, 90, 145, voilà. Donc, je vais sauvegarder, je vais exécuter. Donc, le résultat, on va toujours l'avoir et dans la fenêtre de Log4 et dans l'interface usagée. Donc, dans la fenêtre de Log4, voilà le résultat. Et dans notre interface usagée, évidemment, voilà aussi le même résultat. Ça va pour tous? Donc, je viens de démontrer une deuxième méthode avec la classe thread qui permet de faire quoi? Qui permet d'échanger de l'information de la thread en background vers la thread principale qui est notre activité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commit et add. Donc, git add. Je me trouve toujours sur main activity ref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par ici? Je voulais dire que je passe le main activity en référence à ma thread. C'est ça que mon nom de branche signifiait tout à l'heure. Donc, voilà, mon add est fait. Et git commit-m. Oups. Affichage dans affichage de moyenne dans GUI avec passage de main activity au thread. Donc, je pense que le commentaire est clair pour tout le monde. Parfait. Et donc, voilà, j'ai une branche principale avec deux versions possibles pour résoudre mon problème, mais il me reste encore deux versions à vous montrer. Donc, je ne vais pas merge tout de suite, je vais plutôt donner la pause. Et en revenant de la pause, on va attaquer les deux prochaines versions qui exploiteront ce qu'on appelle les runnables. Donc, on aura vu comment travailler avec les threads, comment travailler avec les runnables. Les async tasks, on sait déjà comment travailler avec. Il nous en restera d'autres à voir. Les handlers, les services, mais on y reviendra un peu plus tard, là, dans quelques semaines. Je voulais d'abord vous donner quelques outils de base qu'on va pouvoir utiliser dans notre projet. Ça va? Et clarifier l'utilisation de certaines commandes Git, la manière dont il faut les utiliser quand on développe et le fait qu'à travers notre IDE, on a accès à ces commandes Git aussi. Ça va pour tous? Donc, je vais stopper l'enregistrement. Oui? J'ai une petite question. Oui? Ici, sur mythread, M1 égale new mythread, je n'ai pas vraiment compris le point pourquoi on a ajouté le 10. Notre constructeur ici, il reçoit quoi en paramètre? Le main. Le main. Ouais. Et donc, le main, c'est quoi? C'est l'activité principale. Ouais. Et si tu as l'activité principale, c'est un objet. Cette activité principale est capable d'appeler cette méthode, non? OK. Et de lui passer en paramètre la moyenne. Donc, c'est ce que je fais juste ici. OK, d'accord. Ça va?
Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. C'est fait. Il est